Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pourquoi le syndrome du côlon irritable, ça ne veut rien dire. Alors, on appelle ça syndrome du côlon irritable, syndrome de l'intestin irritable ou même colopathie fonctionnelle. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est comme une grosse case, un gros panier dans lequel on met énormément de personnes, qui est un peu fourre-tout, mais ça va prendre en compte les symptômes, les gènes, mais sans vraiment tenir compte des causes. Or, ce sont les causes qui nous intéressent puisque dès lors qu'on connaît là où les causes, eh bien on peut en tous les cas y apporter une solution. Donc ça c'est vraiment très important. Et le syndrome de l'intestin irritable ou la colopathie fonctionnelle, peu importe, eh bien ça représente 5 à 10% de la population. C'est pas trop, c'est un chiffre qui est un peu flou, mais on estime quand même environ à 6 millions de Français. Donc c'est quand même très large, très abondant, ça veut dire qu'il y a quand même à peu près 6 millions de Français qui ont des difficultés digestives assez importantes, qui en ont vraiment marre d'avoir mal au ventre tout le temps et qui ne savent plus quoi faire ni comment faire. Alors, ça peut être bien tout simplement des troubles du transit avec des diarrhées, de la constipation ou même de l'alternance entre diarrhée et constipation. Ça peut être des gaz, des ballonnements, des douleurs souvent, parfois même des douleurs spasmodiques. C'est vraiment très douloureux, on est plié en deux, le ventre est tout dur, tout contracté. Et puis, il y a souvent, même quasiment tout le temps, un inconfort qui est là de base. Voilà. Donc on va vraiment essayer de trouver, d'aller se questionner, de voir ensemble les causes et puis l'origine du problème. Ça c'est vraiment très important parce que sans ça on ne va pas pouvoir y apporter une solution et c'est bien pour ça que de nombreuses personnes qui sont colopathes ne trouvent aucune solution et ne sont pas du tout accompagnés là-dessus. Donc ils restent colopathes toute leur vie et vivent entre les douleurs, les gaz et puis bien sûr les ballonnements et en tous les cas les malabsorptions, les indigestions. Et ça c'est très important parce que ça peut emmener pas mal de conséquences comme des carences, comme de la dépression, voilà, en tout cas de la fatigue aussi énormément et ça peut avoir encore d'autres conséquences parce que ça, à terme, ça peut aussi amener à des intolérances, des allergies, des intolérances alimentaires bien entendu. En tous les cas, tout ce qui va être en lien avec une mauvaise digestion et une malabsorption. En fait, les causes, elles peuvent être multiples. C'est pour ça qu'il faut savoir vraiment d'où ça vient chez vous, quelle en a été l'origine, comment ça a commencé, et puis comment ça se manifeste. C'est vraiment intéressant d'enquêter. Mais on peut se dire que dans 60% des cas, à peu près, la cause, c'est un SIBO. Alors SIBO, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tous les cas, ça veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Excusez-moi l'accent qui n'est pas forcément génial. En fait, c'est une pullulation bactérienne, donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de bactéries au niveau de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est toute la tuyauterie qui fait à peu près 7 mètres, qui est tout emberlificoté comme ça. Du coup, c'est quand même la zone d'absorption, d'assimilation. Enfin, il se passe énormément de choses. C'est vraiment une plaque tournante, l'intestin grêle. Et dans cette zone, certes, il y a des bactéries, certes, il y a un microbiote, mais normalement, si tout se passe bien, en nombre largement inférieur au nombre de bactéries qui sont présentes dans le côlon. Dans le côlon, c'est tout à fait normal, il y a énormément de bactéries. Dans le gros intestin, beaucoup moins. Dans l'intestin grêle, beaucoup moins. Là, dans le cas d'un SIBO, en fait, il y a vraiment une pullulation. Les bactéries sont vraiment développées et ça a des conséquences énormes en termes de maldigestion, bien entendu, de troubles du transit, mais sur la santé d'une manière générale, ça peut avoir des conséquences très importantes. Le SIBO, lui, il entraîne de l'inflammation. L'inflammation, alors donc au niveau intestinal, l'inflammation elle-même peut entraîner une hyperperméabilité intestinale qui peut entraîner bien sûr des intolérances alimentaires, de l'inconfort, des troubles immunitaires, parce que je vous le redis souvent, le QG de notre système immunitaire il est quand même dans les intestins. Donc si la cause est le SIBO, pas forcément, s'il y a le côlon irritable, c'est pas toujours le SIBO qui est en cause, seulement dans 60% des cas, ça fait quand même plus de la moitié des personnes, on va aller chercher du côté du stress,
du côté d'une gastro qui aurait déclenché ça, d'une côté des antibiothérapies à répétition, d'une maladie comme le diabète, l'hypothyroïdie, la maladie de Parkinson, hein, qui peuvent être vraiment aussi source de SIBO. On va aller voir si l'intestin grêle se nettoie correctement, puisque c'est très en lien avec le nettoyage de l'intestin grêle. L'intestin grêle doit se nettoyer et envoyer ça vers le côlon. S'il y a une pullulation, c'est qu'en général, ce système de nettoyage se fait mal. On va aller voir s'il y a une consommation d'antiacides, IPP, inhibiteurs de pompe à protons, s'il y a ça depuis longtemps, qui entraîne une dysbiose et qui peuvent être facteurs de SIBO. On va voir si voilà, il y a une intolérance au gluten. Une intolérance au gluten, eh bien, ça va déséquilibrer l'environnement local. Hein. Forcément, ça va créer de l'inflammation, ça va ralentir la motilité de l'intestin, etc. Donc, ça va entraîner eh bien, parfois un SIBO. Il y a d'autres raisons du SIBO, bien entendu. Il y a d'autres raisons du côlon irritable. Hein. Il faut aussi aller tout simplement voir s'il n'y a pas des intolérances alimentaires, si l'alimentation elle est correctement équilibrée. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a peut-être certaines choses à éliminer dans l'alimentation dans un premier temps et à réintégrer après. Il faut en tous les cas travailler sur le microbiote, parce que ça c'est important, donc l'ensemble de nos bactéries intestinales. Hein. Il faut aller travailler sur le mucus, hein, là où les bactéries vont se loger et dont elles vont se nourrir. Il faut travailler sur la muqueuse intestinale, sur l'inflammation. Il faut travailler sur la mastication qui est essentielle. Hein. Si on ne mastique pas, eh bien, du coup, ça va mal se passer, ça va avoir des conséquences sur notre microbiote. On va aller travailler sur le stress, peut-être je l'ai déjà dit, mais le stress va avoir un impact sur le microbiote et ça va le déséquilibrer largement. Et on va aller aussi travailler sur le mouvement, travailler sur voilà, comment on peut se bouger, comment on peut améliorer ça. En tous les cas, il y a beaucoup de choses à faire. On peut être colopathe sans pour autant le rester. On peut avoir une sensibilité, ça c'est sûr, voilà, être plus sensible au niveau de l'alimentation. Mais en tous les cas, trouver un confort, ça c'est hyper important au quotidien. Eh bien merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.